L'homme courait dans la neige, se cachant manifestement de quelqu'un, et dans ces moments-là, il réfléchissait au sens de la vie. Soudain, une flèche lui transperce la jambe, lui faisant perdre l'équilibre et tomber. Le jeune homme, tombé à plat ventre dans la neige, n'a même pas pu se relever et se précipiter plus loin pour échapper à son poursuivant. Entendant un bruissement derrière lui, il se retourne, regardant le visage de son ennemi. Devant lui se tenait un homme au visage recouvert d'une capuche, qui appuyait son épée sur le cou du protagoniste, montrant ainsi qu'il n'y avait pas d'autre endroit où fuir. L'étranger ordonne de fouiller le jeune homme en le regardant dans les yeux avec haine. Les hommes qui se trouvaient à ses côtés commencèrent à exécuter la tâche qui leur avait été confiée. Au bout d'une minute, l'un d'eux s'écria qu'il avait trouvé la relique. Le poursuivant commença à examiner le bijou qu'il avait trouvé, tandis que ses subordonnés tenaient le jeune homme, qui inclinait la tête devant lui. L'étranger brandit son épée, s'apprêtant à trancher la tête du héros. Une certaine voix, appelée la mère du butin, n'arrête pas de dire tu, ce à quoi le gars, qui se réveille, lui dit de ne pas se mettre en colère. Une main étrange, tout enveloppée de bandages, rampe jusqu'au corps du protagoniste. Elle l'attrape par les vêtements et répète ces paroles. Le corps du protagoniste récemment vaincu, enveloppé d'une force indistincte, commença à s'approcher de la tête qui gisait non loin de là. Guy dit à la mère des spoilers de ne pas s'inquiéter de la relique contenant la divinité, car il l'a déjà prise. En plaçant la tête sur le corps lui-même, il explique qu'il était nécessaire de le faire pour se débarrasser de la queue supplémentaire. Bien que le plan ait fonctionné, le héros note maladroitement qu'il a perdu tout l'argent. Dans le monde réel, à la trentaine, le gars commençait à se désintéresser des jeux normaux, et il a donc dû utiliser des tricheurs pour égayer sa vie de tous les jours. Un jour, il achète un jeu dont il ne se souvient plus du nom et décide d'y jouer en tant que prêtre du butin. Ce personnage avait des caractéristiques détestables, on avait l'impression de jouer en lui et d'avoir la classe, et tout le monde le détestait. Quoi qu'il en soit, l'homme était très intéressé par une telle expérience. Lorsque toutes les quêtes de classe ont été accomplies et que les matériaux ont disparu, le protagoniste entre lui-même dans le jeu et devient un prêtre du spoil. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé ici. La main étrange qui était toujours à ses côtés s'est avérée être la déesse mère du butin que le gars vénérait. L'histoire a commencé il y a 5 ans, lorsqu'il a commencé à la servir et que les seules choses qu'il possédait après s'être réveillé dans le jeu étaient la robe de l'ordre des dépouilles et la main de sa mère qui reposait sur sa poitrine. Grâce à elle, il a rapidement accepté le fait d'être dans le jeu, et grâce à elle, il a pu s'y retrouver. Selon l'histoire, le prêtre du gâtisme était une personne qui avait été améliorée au moyen de médicaments. Le corps du héros s'est renforcé et tous ses sens se sont aiguisés, et seule la puissance divine pouvait le tuer. Ainsi, l'homme constate qu'il n'a plus peur de la vue du sang et qu'il peut désormais regarder les images les plus brutales de ce monde. Mais il y avait un inconvénient à tout cela, le héros ne pouvait pas goûter la nourriture. Le prêtre Marnac demande à la jeune fille s'il y a du travail pour lui, ce à quoi la TAT demande d'attendre une minute, en commençant à chercher quelque chose dans une pile de papier. Elle l'informe qu'ils doivent avoir une sorte de mission pour les prêtres de soutien, ce à quoi le héros sourit en attendant sa mission. Il se souvient que lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans la ville de GIS, il a décidé de se présenter comme prêtre de l'ordre de soutien. Après tout, si un homme appartient à un ordre et semble être membre d'un autre, le dieu devient immédiatement furieux et laisse sur lui une marque que seuls les membres de l'ordre peuvent voir, c'est ce qu'on appelait la marque de punition. La mère des dépouilles se montre condescendante, car l'ordre des dépouilles est l'ennemi de tous et il est détesté partout. Marnac était le seul adepte de la mère des spoilers. La fille tend une annonce au gars, qui dit que depuis peu, des fermiers des environs de Giza disparaissent de plus en plus souvent et qu'il faut trouver et vaincre les coupables ou bien fournir des informations. La tâche était écrite en runes anciennes et la jeune fille proposa au héros de la lire, mais celui-ci répondit qu'il n'y avait rien de difficile, car lorsqu'il était arrivé dans ce monde, il avait commencé à comprendre la langue et l'écriture locale. L'homme n'avait pas d'argent et a demandé à recevoir la récompense à l'avance. La jeune fille accepte, disant qu'elle fera une exception pour celui-là et que si le héros ne parvient pas à accomplir la mission d'ici demain, il devra payer une amende. Marnac se met en route, s'adressant à la déesse pour lui-même, lui demandant de ne pas le mettre en colère, car elle pensait qu'il était tombé amoureux. Il est interpellé par un inconnu qui lui dit qu'il est sûr de ne pas être de Giza et lui demande de lui parler de son pays natal. Pierre, qui est le nom de l'étranger, prévient que si le héros suit cette route, son village ne tardera pas à se manifester, il espère que son père et sa mère vont bien. Le gars était très bavard et il ne se lasse pas de nous dire que les fermiers ne sont pas attaqués par des bandits ou des monstres, mais par des fantômes. Pierre est interpellé par un inconnu, mais celui-ci lui dit qu'il reviendra bientôt pour continuer, ce qui n'est pas pour réjouir le protagoniste. La mère gâteuse n'a cessé de répéter de faire tuer Marnac et le gars lui demande pourquoi, parce que cela pourrait lui attirer des ennuis. Commençant à se fâcher, le héros continue, disant qu'il reviendra sur cette conversation lorsqu'il retournera à GIS, et que maintenant il n'a besoin que d'argent, car il préfère passer cet hiver au chaud. La main de la déesse s'est calmée, apparemment contrariée, ce dont le protagoniste s'excuse, car il a un peu exagéré. Marnac lui demande à quel point elle apprécie les hommes,
puis un certain nombre de doigts apparaissent sur leur corps, mais aucun ne dépasse 2. Il est expliqué que le héros peut gagner une certaine quantité de divinités à Mother Spoil pour tuer des gens en fonction de son niveau. S'il parvenait à rassembler 10 000 divinités, il gagnerait un pouvoir qu'il avait déjà obtenu en rassemblant la relique à l'époque. La déesse déclara que si Marnak rassemblait 12 autres joyaux, réunissant toutes leurs divinités, elle serait en mesure d'exaucer tous ses souhaits. Guy, pensa-t-il, en demandant d'abord qu'on lui rende son sens du goût. Pierre revient et lui dit que le capitaine lui a demandé de ne pas déranger le héros, car son bavardage risque de faire perdre patience à tout le monde. Marnak, souriant, dit qu'il va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Soudain, l'équipe est attaquée par quelqu'un qui tire à l'arc, tuant presque tout le monde. Le protagoniste repousse Pierre, qui est resté choqué par ce qu'il a vu, en le protégeant des flèches qui volaient. Les flèches pénètrent dans le corps de Marnak, transperçant sa chair. Il y avait plusieurs bandits, ils sortent des buissons, se montrent, et le protagoniste s'écroule à cause des dégâts qu'il a subis. Allongé dans un tas de neige, la mère des dépouilles suggère aux gars de faire semblant d'être morts et, le cas échéant, de s'approprier leur divinité. Il remarque que ce plan est trop simple et se lève en souriant d'un air narquois. Marnak saisit habilement son épée, s'apprêtant à se débarrasser rapidement des bandits. En se retournant, le jeune homme se précipite dans l'action avec des mouvements rapides, laissant ses ennemis complètement déconcertés. Au même moment, l'ennemi est vaincu, mais l'auxiliaire qui se cachait derrière les troncs d'arbres sort. Le chef de la bande de bandits dit qu'il s'occupera lui-même du héros, laissant le reste de la bande à son équipe. Sortant de son couvert, il se précipite dans la mêlée, croise le fer avec Marnak et l'attaque sans pitié. Le bandit ne le mettait pas à terre pour autant, le regardant comme s'il allait l'achever en un instant, mais le héros était excessivement calme. Le combat commence, les deux ne veulent pas perdre, ils se frappent violemment. Le héros demande à la déesse combien elle apprécierait la mort de l'homme, ce à quoi l'homme ne fait que rire en entendant cela et ne cesse d'attaquer. Il asséna coup sur coup, sans épargner Marnak, sentant sa force supérieure à celle de son adversaire. La mère du butin montre au prêtre 2 doigts et demi, ce à quoi le gars appelle le bandit incommun, ne mettant celui-ci dans rien et notant que le jeu est trop déséquilibré. Mais son rival ne s'arrête pas, voulant l'achever plus rapidement, et il attaque le protagoniste, brisant son épée en 2 morceaux, le privant ainsi de son arme. La moitié de son épée s'enfonçait dans un tas de neige derrière le dos du type, ce n'était pas dans ses plans, mais il n'allait pas non plus s'énerver pour autant. Le chef des bandits rit au nez du prêtre, le rabaissant et le regardant de haut, et fait remarquer que c'est pour cela qu'il a pris la lame en acier gelé. Tout dépendait du choix de l'arme. De manière inattendue, le rival suggère à Marnak de se séparer de lui, car il n'a rien à faire avec lui, ce qui est assez étrange. L'homme admet, sourire aux lèvres, qu'il s'agit de leur dernière affaire avant qu'ils ne quittent la région et poursuit en disant qu'il n'y a pas de mal à terminer le combat sur une note pacifique. Le prêtre, souriant d'un air narquois, propose une contre-offre que ces bandits cessent de jouer aux bandits et qu'ils s'en aillent tout de suite. Le type sourit comme s'il n'y avait jamais eu de combat, et le bandit le regarde d'un air perplexe, car la variante du héros lui semble très étrange. Marnak n'a pas le temps de parler qu'une flèche lui transperce la tête, et l'homme se met à ricaner de façon caustique. Il a commencé à vanter ses mérites auprès de l'équipe pour qu'elle l'appelle le meilleur. Le bandit demande aux autres s'ils en ont fini avec les autres, ce à quoi ils répondent qu'ils ont tué tout le monde, mais une voix se fait entendre de l'arrière. Tout le monde regarde avec stupeur la direction d'où vient le son et la peur se lit sur les visages. Le type qui a reçu une balle dans la tête il y a quelques instants commence à se lever, demandant ce qui les a tant étonnés à ce moment-là. Le prêtre sortit une flèche et continua en demandant au bandit si c'était la première fois qu'il voyait un homme qui avait survécu à ce genre d'événement. Il casse la flèche en 2 et regarde ses ennemis avec supériorité, et ceux-ci sont déjà blancs de peur de perdre leur vie. Alors que Marnak les nargue déjà, il croise ses bras dans une serrure, utilisant son véritable pouvoir et leur rappelant qu'il leur donne une chance. Effrayé, le chef des bandits ordonne de tirer sur le jeune homme, craignant qu'il ne meure. Les flèches transpercent à nouveau le corps du héros, mais cette fois, il ne bouge même pas, comme s'il ne sentait rien. L'homme continue de prier la déesse en disant qu'il a des problèmes et qu'il a besoin d'aide. Après avoir repris leurs esprits et réalisé qu'ils sont en danger, les bandits se précipitent, essayant d'échapper au soi-disant monstre. Le plan de retraite est bloqué par un mur invisible surgi de nulle part, et les brigands se mettent à frapper désespérément pour tenter de le franchir. Le protagoniste l'appelle la ligne qui ne peut être franchie par les vivants, qui empêche les ennemis de s'échapper et qui cache la divinité du butin. Ayant presque fini de se préparer à l'attaque, Marnak était vraiment heureux du pouvoir qu'il avait reçu de la déesse, et il l'en remercia. Les bandits, qui gardaient encore l'espoir de s'échapper, commencèrent à dégainer leurs épées, espérant pouvoir franchir le mur de cette façon. Le chef d'équipe n'a eu qu'à se retourner lorsqu'une force invisible s'est abattue sur lui, provoquant chez les autres des cris d'horreur. Le vieux prêtre était introuvable, et devant eux se tenait un monstre énorme et terrifiant, capable d'écraser leur capitaine d'une seule main. On pouvait voir que ce monstre n'aspirait qu'à leur mort, qui, malheureusement pour eux, était très proche. De peur,
Les bandits survivants ne pouvaient même pas bouger, ils ne faisaient que crier et implorer la pitié. En larmes, les hommes ont supplié qu'on les libère, promettant qu'ils ne se livreraient plus jamais au vol et au brigandage. Mais en souriant, en regardant la situation, le prêtre permet à la mère du butin de faire ce qu'elle veut, en demandant de laisser les têtes intactes. De retour dans son corps, l'homme prend les têtes des bandits et interroge la déesse sur la collecte de la divinité. Il lui explique que s'il fait cela, leurs corps disparaîtront, et que lorsque les membres de la guilde viendront enquêter, ils risquent de se douter de quelque chose. Le prêtre remarque que Pierre est étendu à proximité, agonisant à cause de la blessure qu'il a reçue, et la mère de Spoil propose alors de le tuer au moins. Mais Marnak répond qu'il s'occupera de tout et décide que le gars devrait essayer de le sauver, car un tel acte devrait améliorer sa réputation. Il demande à la déesse d'arrêter ses blessures et de l'aider. Une inconnue aux cheveux bleus, tenant un bijou, demande ce qu'il est advenu de l'homme qui a volé la relique. L'homme répond que l'homme a été décapité sur place, puis la femme s'enquiert du corps du prêtre, mais l'homme explique qu'il n'y avait pas moyen de l'emporter à l'époque. L'étrangère l'envoie en premier et lui dit qu'elle a l'intention de partir en pèlerinage et, après avoir reçu la réaction de surprise de l'homme, elle complète en confirmant ce qu'il a dit, à savoir que tout est dû à la prophétie et qu'elle a besoin de rencontrer quelqu'un. Il y a 10 ans, une prophétie a été donnée à toutes les religions, la fin de ce monde serait cachée sous une carapace vivante. Portant le corps blessé de Pierre sur son dos, Marnak arrive jusqu'aux gardes, qui le regardent avec stupeur mais finissent par aider la victime. Se demandant comment il a pu traîner ce géant d'une seule main, les gardes s'en vont, puis la jeune fille qui a confié cette tâche au prêtre apparaît. Elle lui fait remarquer qu'il est très fort, ce qui semble le mettre mal à l'aise, mais il accepte tout de même, en disant que c'est peut-être un peu le cas. La jeune fille déplace son regard vers le sac qui contenait les têtes des bandits, notant qu'il s'agissait là des sources du problème. Elle propose de les mettre à la disposition de la guilde et, après avoir obtenu son accord, les emporte. Osant demander au jeune homme s'il peut se loger, la jeune fille lui répond qu'elle le cherchera bien, mais que s'il le veut bien, il peut dormir chez elle, ce qui met le prêtre dans l'embarras. Pendant ce temps, la mère de l'enfant gâté répétait de tuer la jeune fille, de plus en plus en colère. Marnak, ayant accepté la proposition de la jeune fille, explique à la déesse qu'elle doit comprendre pourquoi il a agi ainsi et qu'il n'avait aucune arrière-pensée à son égard. La suite fut interrompue par l'ouverture de la porte, d'où le rouquin apparut, s'excusant et disant qu'une affaire requérait son attention. Elle ajouta que le prêtre voulait voir le Seigneur lui-même, ce qui étonna Marnak, puis la jeune fille poursuivit en disant que le capitaine Galant, mort en mission, était son demi-frère. En entrant dans la pièce, Tredon Filian, qui était le maître de GIS, demande au majordome de se retirer, le laissant seul avec le prêtre. Le Seigneur offre du thé au héros en signe d'amitié, mais dès que leurs regards se croisent, c'est comme si le jeune homme avait une révélation. Il s'avère que dès que la mère de famille a vu l'homme, elle a tracé le signe X en fouillant dans la poche du jeune homme. Il s'est avéré que le Seigneur n'était pas celui qu'il semblait être, mais qu'il n'était autre qu'un démon qui se cachait sous l'apparence d'un homme. Alors que sa main était cachée dans la poche du héros, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle elle pouvait écrire ce symbole, une créature morte vivante, et les seuls à pouvoir prendre forme humaine étaient les démons. Ils sont généralement beaucoup plus forts que les autres créatures, mais sont plus limités dans ce qu'ils peuvent faire de leur plein gré. Pour faire partie de ce monde, les démons doivent passer des contrats avec d'autres êtres et c'est pourquoi ils sont attirés par tous les êtres vivants. Mais les dieux les détestent et déclarent à tous les adeptes qu'ils sont mauvais. C'est ainsi que commença la chasse aux démons par les prêtres. Le protagoniste se souvient que la classe d'adeptes des démons était assez difficile et souvent rejetée, mais il s'en souvient comme de la deuxième classe qu'il a jouée. Le silence est interrompu par le sourire du Seigneur qui dit que c'est grâce à la mort de son demi-frère qu'il a pu rencontrer un invité aussi important. Il fait remarquer que, puisque le type a découvert son déguisement si rapidement, il n'est pas vraiment un prêtre compréhensif. Le Seigneur n'a plus l'air aussi accueillant qu'avant, un sourire caustique s'affiche sur son visage, puis il se présente, disant qu'il peut l'appeler Crip en attendant. Le protagoniste admet être un prêtre au service de la mère du butin, et un homme peut l'appeler Marnak. Surpris qu'il y ait encore des adeptes du butin, le démon l'invitait à s'asseoir, disant qu'il n'y a personne ici de toute façon. Il commence à parler de la raison pour laquelle il a appelé le prêtre, en lui disant qu'il n'y avait pas vraiment de raison spécifique. Le Seigneur lui demande seulement de raconter comment son demi-frère est mort et qu'il recevra une récompense, ce à quoi le héros consent en commençant son récit. En sortant, l'homme réfléchit à la malheureuse coïncidence qui s'est produite, car son jeune frère s'est plaint que cet hiver il n'y a pas de travail du tout et le Seigneur lui a alors donné une mission secrète, sans même se rendre compte qu'elle le mènerait à la mort. Après avoir examiné les pièces d'or contenues dans la bourse, le prêtre constate que Tredon Filian n'a pas essayé de le séduire avec de l'or, mais seulement avec l'intention sincère de connaître le sort de son parent. La mère des spoilers demande sans cesse à Marnak de tuer, ce à quoi le gars répond en plaisantant que, contrairement à certaines choses, l'or ne pourrit pas. Il ajoute également qu'il y a quelque chose d'autre qui est tout aussi durable et qui ne peut jamais être ruiné, à savoir son amour pour elle. La déesse se calme à la seconde où elle touche la poitrine du héros, sentant les battements de son cœur.
Marnak affirme que la mère des spoilers passera toujours en premier pour lui, quoi qu'il arrive, et qu'elle ne devrait donc pas s'inquiéter. À l'entrée de la guilde, l'homme est à nouveau accueilli par une jeune fille aux cheveux roux dont le sourire rayonne de bonheur. Elle lui propose d'accueillir les prêtres de l'Ordre des Lumières, ce qui n'enchante guère Marnak qui n'a aucune envie de voir ses fanatiques. Mais soudain, le corps du prêtre semble traversé par une sorte d'impulsion. Cela valait la peine de voir la mère remarquer que l'un d'entre eux possédait une relique sacrée. L'un des membres de l'Ordre des Lumières s'approche du type et se présente sous le nom d'Orvi, disant qu'il est le pendule sur la balance de la rétribution. Il présente chaque membre de son équipe présent, et Marnak les salue en retour en s'inclinant. La jeune fille rousse derrière le comptoir note que les prêtres de l'illumination ainsi que lui-même séjourneront ici. En entendant cela, Marnak expira calmement dans son cœur, car cela signifiait qu'il n'avait pas besoin de prendre le risque maintenant et qu'il y aurait d'autres occasions de récupérer la relique. Le seul problème était qu'en l'absorbant, la divinité du butin se manifestait, obligeant le gars à réfléchir à son plan. Orvi dit qu'ils doivent rencontrer le Seigneur maintenant, il propose donc de discuter une autre fois et part avec les autres. La fille derrière le comptoir nous dit qu'il héberge des prêtres pour une somme modique, c'est pourquoi elle a appelé Marnak à dormir ici hier et qu'il n'y avait pas d'intérêt personnel, ce qui contrarie même le gars. La rousse s'approche du héros et continue en lui chuchotant à l'oreille que s'il est possible de donner une bénédiction de conservation à la nourriture pour qu'elle ne se gâte pas, elle le fera avec plaisir. Incapable de supporter un tel contact, le prêtre, échaudé, recule devant elle, lui demandant si on ne pourrait pas le dire normalement, ce à quoi elle se contente de sourire. La conversation est interrompue par le géant qui s'appelait Cornu, constatant qu'ils s'amusent tous les deux. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'était pas parti avec les autres, il répondit que de nombreux seigneurs du Nord avaient de mauvais préjugés à son égard. La jeune fille répondit avec un sourire que le seigneur ne s'en souciait guère, même s'il pouvait être froid, mais qu'il faisait bien son travail, sachant séparer vie privée et vie professionnelle, et qu'il était apprécié dans la ville, alors il valait mieux ne rien dire de mal à son sujet. Après lui avoir parlé de Tredon-Filian, Marnak demande à Corne pourquoi il devait le rencontrer. Ce à quoi, sourire aux lèvres, le géant répond qu'en fait, il suit une prophétie reçue il y a 10 ans, suggérant que la fin qui se cache derrière la carapace vivante pourrait être un démon. Il ne pensait pas que le Seigneur était un démon, testant simplement tout le monde, mais Orvi a la capacité de le détecter grâce à une relique sacrée. Une énorme explosion s'est produite dans le bâtiment de Tredon-Filian, provoquant la surprise de tout le monde. L'or montre son vrai visage en se transformant en un crocodile géant qui écrase tout sur son passage. Orvi était prêt à tout pour vaincre le monstre. Prenant son énorme marteau, l'homme commença à frapper la tête du démon avec, criant pour qu'il meure enfin. En courant dehors et en voyant toute la destruction ainsi que la lueur des armes, Korn remarque que lui et le protagoniste doivent aider son équipe à gagner. Se levant brusquement de son siège, Marnak envoie le géant en avant, disant qu'il remontera un peu plus tard, après avoir réglé ses affaires. L'homme entre en courant, presque en brisant la porte, devant une Erin terrifiée, qui ne savait même pas ce qui se passait à l'extérieur, mais qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'effrayant. Prenant la jeune fille dans ses bras, le prêtre demande où se trouve Pierre et demande, en parlant, qu'il comprenne et trouve l'endroit. Se levant de son siège comme un homme échaudé, le garçon s'envola hors du bâtiment, suivant les instructions de la rousse. C'est à ce moment-là qu'Erin a remarqué ce qui se passait dans la ville, en le voyant de ses propres yeux. Les gens couraient, effrayés par le démon qu'Orvi tentait de vaincre, appelant à l'aide et se bousculant les uns les autres, paniqués. Le monstre qui se déchaînait au centre de la ville avait l'air très féroce, il semblait que personne ne pouvait vaincre un monstre aussi imposant et doté d'une force immense. Marnak demande à la jeune fille de ne faire attention à rien, mais seulement de lui dire où il doit courir. Indiquant le bon bâtiment, le prêtre enfonce la porte et pénètre dans la chambre où Pierre est allongé, toujours en train de se remettre de ses blessures. Tous deux ont pu expirer tranquillement, heureux que l'homme n'ait pas été blessé, parce que le protagoniste l'avait sauvé et ne pouvait pas le laisser mourir. D'un habile mouvement de bras, Marnak jette le corps du grand homme sur son épaule et demande à Hervy de monter sur son dos. Prenant les deux, le héros ne ralentit pas son allure, continue de courir et alors la rousse dit qu'elle sait où se trouve le passage secret. Elle montre une porte, disant qu'il y a un passage à l'extérieur de la ville dans cette maison, mais qu'il était fermé à clé. Mais cela n'a pas arrêté le prêtre, qui a enfoncé la porte avec plus de force, d'un seul coup de pied, alors qu'il portait un lourd fardeau. En enfonçant une autre porte, ils entrent dans une pièce où la jeune fille, un peu choquée, dit que le héros est vraiment fort. Laissant Hervy avec Pierre, ce dernier lui dit que si les choses empirent, il faut les laisser quitter la ville et qu'il est temps pour lui d'y retourner et d'aider à s'occuper du démon. Les bâtiments à l'extérieur ont été partiellement détruits et en courant dans la rue, Marnak remarque un corps blessé. Décidant de se précipiter, l'homme constate que ce n'est autre qu'un prêtre de Cornu qui saigne. Il constate que les blessures sont trop graves et profondes, le héros ne peut plus l'aider. Marnak demande où sont les autres prêtres, puis Korn dit que Petina est déjà morte et qu'Orvi garde espoir en essayant de tuer le monstre. Lorsqu'on lui demande comment vaincre ce démon, il répond qu'il existe une autre relique qu'ils ont apportée, une épée blanche.
Le prêtre Orville a enfoncé dans le monstre et si le protagoniste peut l'atteindre en frappant le cerveau de l'ancien seigneur, il doit mourir. Après avoir prononcé ces dernières paroles, Korn meurt, et Marnak demande à la mère du butin de prendre le corps de cet homme, gagnant ainsi 100 divinités. Orville tenta désespérément de vaincre le démon, malgré les blessures qu'il avait reçues, en essayant d'enfoncer le plus profondément possible le marteau de son épée blanche. Il semblait qu'il ne restait plus qu'un petit morceau et que le monstre serait vaincu, mais non, il s'est mis en colère et a continué à détruire la ville. Armé de son épée, Marnak saute sur le démon. C'était sa chance, il ne lui restait plus qu'à atteindre cette épée. Mais soudain, le démon se met à bouger brusquement, effectuant sa roulade mortelle, démolissant le protagoniste. L'atterrissage n'a pas été tendre pour le prêtre, qui a été projeté dans un amas de rochers, le blessant grièvement. La mère du trouble faite, apparemment inquiète pour le héros, répète à plusieurs reprises qu'il faut tuer et Marnak lui répond qu'il va bien. Il reste là à réfléchir sur la vie, à dire que le noir est toujours suivi du blanc, et soudain son visage se couvre d'un sourire narquois. En tournant la tête, le prêtre remarque la relique d'Orville à côté de lui, notant que la tournure des événements est très intéressante. Le garçon, le prenant dans ses mains et le mettant sur sa poitrine, le présente à la mère des gâcheurs et lui demande de lui donner un nouveau pouvoir. Après avoir permis à la déesse de briser le sceau, Marnak remarque qu'apparemment une seule relique suffit à débloquer un nouveau pouvoir. Il demande à la mère du butin de lui expliquer ce qu'elle lui a donné et alors la main, sautant de la poitrine du héros, grimpant sur un tas de pierres, commence à interpréter. Le protagoniste parvient même à faire une plaisanterie, mais il se rétracte immédiatement en constatant que la déesse est en colère et lui dit qu'elle ne recommencera pas, parce qu'ils ne sont pas dans une bonne situation en ce moment. Se levant, le gars offre à la mère du trouble faite 10 000 divinités et demande à recevoir enfin un nouveau pouvoir en retour. Le pouvoir qu'il a reçu est un texte d'altération, dont l'effet est simple mais très puissant. Lorsque le texte spoil est activé, des tatouages métaphysiques vert foncé apparaissent sur tout le corps, améliorant les capacités physiques du héros. Marnak remercie la mère du butin en disant que le pouvoir est très bon et qu'il sera utile dans cette situation. Le prêtre constate que ses jambes cassées sont guéries et remarque un marteau à proximité. C'était Orville et il s'avère qu'ils sont tombés du démon à un moment donné, alors qu'il faisait sa roulade de la mort. Avec un peu de tristesse, le héros lui dit de reposer en paix et présente son corps à la déesse. À ce moment, le démon n'a pas cessé de s'écraser sur la ville qui s'embrasait déjà d'un feu écarlate. Marnak remarque que tout cela est plutôt étrange, car le Seigneur était irrité par les prêtres de l'Ordre des Lumières, mais même après leur mort, il est toujours furieux. En pensant que leur espèce pouvait se contrôler et ne pas se fier à ses instincts, il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas ici. Comme s'il se rendait compte de quelque chose, le gars déesse qu'il était sur le point de trembler un peu et qu'elle s'accroche à la poche aussi fermement que possible. Après avoir appliqué le spoil text, Marnak se précipite sur le démon, avec l'intention de l'attaquer. D'un geste habile, le prêtre se retrouve sur le dos du monstre, longeant le corps, le gars remarque l'épée très blanche qui était plantée dans la tête du crocodile. Le démon se remit à bouger différemment, arquant son corps, sur le point d'effectuer sa roulade mortelle. Cependant, l'homme remarque que c'est exactement ce qu'il attendait, ayant mis au point un plan pour esquiver cette attaque. Il continue en disant que le même mouvement ne marchera pas 2 fois sur lui, et en esquivant habilement, le monstre ne fait que détruire d'autres bâtiments dans la ville. Soudain, du sang jaillit de la bouche du protagoniste. Il s'avère que lorsqu'il utilise le pouvoir du spoil text, son corps commence à pourrir de l'intérieur, mais il ne s'attendait pas à ce que cela progresse aussi rapidement. À un moment donné, le butin pourrait sortir et le prêtre serait alors incapable de bouger. Le temps est donc compté et, d'un geste rapide, Marnak saute à nouveau sur le démon. Alors qu'il s'approche de l'épée blanche et qu'il en saisit la poignée, il se souvient des dernières paroles de Korn, qui disait qu'il fallait pénétrer dans le cerveau pour gagner. Mais en souriant, le prêtre retire l'arme de la tête du monstre, tout en disant à Tredon de se réveiller. Le corps du démon commença à se désintégrer et à disparaître, laissant apparaître une vive lueur. La lumière engloutissait toute la ville et semblait si brillante que l'on pouvait être aveuglé en la regardant. Tous les habitants de la ville regardent avec stupéfaction, n'en croyant pas leurs yeux. Au milieu des ruines, à la place du corps du démon, gisait Tredon, gravement blessé, et Marnak se demanda en souriant s'il était maintenant réveillé. L'homme a également répondu en souriant que le rencontrer était pour lui une bénédiction qu'il ne pouvait même pas espérer. Sans se départir de son sourire, le prêtre explique qu'apparemment l'épée qu'il a dans la tête a eu raison de sa raison et lui a ensuite tendu la main pour qu'il se relève. Le Seigneur, cherchant une main secourable, dit que ces 2 pièces d'or l'ont largement remboursé. L'histoire passe à une jeune fille aux cheveux bleus qui utilise son pouvoir pour former une sorte de boule qu'elle jette au sol. Ce pouvoir se répand dans tout le pays, englobant tout comme une flamme bleue. L'homme qui se tenait à côté du mage remarque que même s'il l'a vu plusieurs fois, il est toujours stupéfait. Il dit que le corps de l'homme a disparu, alors que c'est au même endroit qu'il lui a coupé la tête. L'homme ajoute également que beaucoup de temps s'est écoulé et que le corps a pu être emporté par des monstres ou des animaux sauvages, ce dont la jeune fille convient.
Elle le remercie de l'avoir emmené dans cet endroit et lui demande de lui donner le nom de toutes les villes proches. À ce moment-là, le prêtre marchait dans les rues en ruine de la ville, accompagné du majordome du Seigneur, qui, étonnamment, avait l'air tout à fait calme, ne prêtant attention à rien. En arrivant dans la pièce et en entrant, Marnak est accueilli par un seigneur excessivement heureux qui rayonnait d'avoir vu le héros, disant qu'il était vraiment impatient de le voir. Guy constate que l'homme a l'air de mieux en mieux à chacune de leurs nouvelles rencontres et qu'il est déjà presque complètement rétabli. Laure le remercie pour le compliment et dit qu'il a du mal à exprimer sa gratitude envers le héros qu'il a qualifié de tueur de démons. Il s'avère que lorsque les choses se sont calmées, Tredon a raconté à toute la ville que Marnak avait vaincu le grand démon et l'avait sauvé. Cela ne lui convenait pas, mais maintenant tous les habitants l'adorent, le considèrent comme un héros et lui ont donné ce même surnom de tueur de démons. Erin aimait particulièrement cela, c'est pourquoi elle ne perdait jamais l'occasion de l'appeler ainsi en public, attirant ainsi l'attention de tout le monde. C'est alors que tout le monde se mit à discuter du prêtre, à chuchoter derrière son dos, à l'entourer et à admirer ses mérites et sa force, puis à l'endurer. Gêné, le garçon se glissa agilement hors de la foule, s'enfuyant. Marnak, qui discutait avec le seigneur comme de vieux amis, remarque que les prothèses en bois de l'homme bougent très doucement. Tredon avoue alors qu'il ne le fait que devant lui, mais qu'autrement il boite et doit payer un prix très élevé pour se déplacer si facilement. Horrifié, le prêtre demande de quoi il parlait. Le seigneur poursuit, presque les larmes aux yeux, que tôt ou tard les poils de son corps se détacheront et que s'ils se rencontrent dans quelques mois, le héros verra déjà sa calvitie. Décidant de changer de sujet, l'homme demande au jeune homme s'il a une semaine de temps libre, ce à quoi Marnak répond par l'affirmative. Le seigneur explique qu'ayant apparemment entendu l'histoire du tueur de démons, le prêtre a reçu une demande pour un travail intéressant, pensant qu'il serait la meilleure personne à attendre. En entendant que l'affaire concernait une relique sacrée de l'ancien empire, le gars a été très surpris, car ce héros recevra immédiatement 5 pièces d'or, ce qui est un bonus appréciable. Les mercenaires ont également promis que si Marnak apportait une aide sérieuse à l'enquête, il pourrait s'approprier une relique sacrée. L'homme accepte la mission en souriant, alors que sa mère, qui ne fait pas attention, lui a dit qu'il valait mieux vérifier les choses de visu. Il y a bien longtemps, il existait un empire appelé l'Ancien Empire, dont le règne a mis fin à l'ère des mages fous et a ramené l'unité sur tout le continent. À l'heure actuelle, leur technologie tente de se recréer, de sorte que les reliques sacrées sont considérées comme des objets précieux qui détiennent de puissantes capacités. En d'autres termes, il s'agit de la majorité des objets de haut niveau de ce monde. Marnak, ayant enfin rencontré son employeur, se présente à lui et fait sa connaissance. Il s'appelle Carmen Valtus et explique qu'Anthony Valtus des Loups Noirs est son père et qu'il est son fils illégitime. Cette nouvelle a surpris le protagoniste, car il pensait qu'après la mort de sa femme, l'homme avait décidé de passer le reste de ses jours seul, mais le prêtre a estimé qu'il n'était pas opportun d'approfondir ce sujet. Le jeune homme demanda à être présenté à son équipe, ce que son employeur accepta volontiers, en commençant par le mage, du nom de Tunisa, qui devait les mener aux reliques. Succu de la tribu des unicornes suivait, il était énorme mais on pouvait toujours compter sur lui en cas de besoin. Le garçon salue le prêtre de manière amicale, le qualifiant de tueur de démons, ce à quoi le prêtre demande à être appelé simplement Marnak, car ce surnom le met mal à l'aise. Décidant de poursuivre la conversation en chemin, l'équipe se met en route pour un voyage qui durera environ 2 jours à pied. Après cette période, l'équipe a décidé de passer la nuit dans la forêt, ils ont fait un feu et sont allés se coucher, mais Carmen et Marnak sont restés assis, regardant les flammes du feu. Le loueur interrompt d'abord le silence et suggère au prêtre de faire une sieste pour ne pas perdre l'occasion de se reposer avant une nouvelle journée, ce que le héros refuse et répond qu'il ne se sent pas du tout fatigué. Il reste encore un peu de temps avant le lever du soleil et le garçon demande alors à Marnak de raconter une histoire, l'assurant qu'un tel jeune homme a sûrement rencontré de nombreuses filles sur son chemin. Mais la réponse de l'homme a surpris Carmen, car le prêtre a avoué qu'à cet égard, il était comme la neige fraîche qui recouvre un champ d'hiver, et l'employeur a alors décidé de demander quelles caractéristiques attirent le héros chez les femmes. Après avoir réfléchi, le protagoniste répond que l'essentiel est de toujours l'avoir à ses côtés, ce qui réjouit la mère du trouble faite, qui l'entend, assise dans sa poche. Les paroles de ce dernier sont soutenues par Carmen, qui commence à parler des filles qu'il aime, avouant qu'il aime vraiment celles qui ont de gros seins. Il ajoute également qu'il ne discute pas de ce genre de choses avec n'importe qui, mais qu'en parlant avec le prêtre, il a l'impression de rencontrer un vieil ami, ce à quoi Marnak sourit et acquiesce. Ils restèrent donc assis toute la nuit, discutant joyeusement de divers sujets, se racontant leurs aventures. Alors que le soleil se lève, le prêtre explique que même si la mère de Spoy lui a dit de choisir ses amis avec plus de soin, il aime vraiment passer du temps avec Carmen. Arrivé à l'endroit désiré, le mage s'avance, enlève sa capuche et dit qu'il va maintenant ouvrir un passage dans les ruines. Il fallait d'abord trouver la clé, puis se rendre aux coordonnées qui y étaient inscrites, et enfin lire les mots de la langue ancienne. Après cela, un puits apparaîtra dans les airs, dans lequel vous devrez insérer et tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Comme seuls les mages peuvent lire les runes anciennes, leur rôle dans ce type de mission est indispensable. Marnak lui-même pouvait lire la langue ancienne, mais ce fait reste naturellement secret. Un portail vers les ruines d'un ancien empire s'est ouvert et Carmen invite l'équipe à y pénétrer, ayant déjà franchi le fossé magique. En entrant, ils sont accueillis par de vieux bâtiments délabrés qui ont tous été recouverts de mousse, mais malgré cela, le loueur note qu'ils ont été préservés comme il ne l'a jamais vu. Devant l'équipe, Marnak s'efforçait de paraître réservé et même un peu confus, mais au fond de lui, il débordait d'excitation à l'idée d'avoir réussi à pénétrer dans les ruines et d'avoir une chance de trouver et d'obtenir les reliques. Le prêtre n'avait jamais imaginé être ici auparavant, n'ayant vu ces ruines qu'en images sur Internet, il fut submergé d'admiration qu'il ne cachait plus et en voyant le type presque fondu, le magicien grimaça. Une fois à l'intérieur, l'équipe est accueillie par une immense porte peinte d'écritures anciennes qui prouverait que du sang impérial coule dans leurs veines. Le portail s'ouvre, libérant une lueur rouge vif, et le mage avertit tout le monde de se préparer au combat. Dès qu'ils entraient, des monstres se précipitaient sur eux de tous les côtés, avides de sang frais. D'un seul coup de hache, Suku fait exploser la foule de monstres, les découpant en plusieurs morceaux, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Tunisa, qui n'est pas en reste, se précipite à son tour dans la mêlée. En lançant des sorts, elle déclenche un tremblement de terre qui fait tomber les monstres un par un dans le trou qui en résulte. Doté d'une force incroyable, Marnak est comme l'éclair, vainquant d'une seule attaque un groupe d'ennemis. La mère du butin le prévient qu'il y a encore un monstre dans son dos et d'un geste rapide, il dévie l'attaque en croisant le fer avec son adversaire. Le prêtre s'apprête à le tuer, mais une flèche vient se ficher dans la tête du monstre par le côté, devant le héros. Carmen apparaît au loin, tenant un arc et tirant sur la corde, le gars sourit. Marnak le remercie en lui souriant. Après avoir vaincu tous les ennemis, le silence est interrompu par Sukuzu, qui en veut à Tunisa d'avoir, au cours de la bataille, jeté les ennemis entre leurs lignes, blessant ainsi le protagoniste et lui-même. Le mage, d'une voix froide, le regardant avec un air de supériorité totale sur lui, répondit que c'était le moyen le plus rapide de vaincre les monstres et qu'ils avaient déjà tué tout le monde de toute façon, alors ils devraient arrêter de se plaindre. La dispute est interrompue par le chef d'équipe, qui leur demande de se calmer et d'arrêter le bruit. Alors qu'ils se dispersent dans différentes directions, les membres de l'équipe se calment et Carmen, s'approchant du prêtre, dit qu'il est à la hauteur de son surnom. Acceptant maladroitement le compliment, Marnak lui répond en admirant sa maîtrise de l'arc. Carmen dit qu'il fait de l'exercice depuis qu'il est enfant, qu'il y consacre tout son temps libre et qu'il s'entraîne dur. La conversation fut interrompue par Tunis qui revint à la charge, demandant quand ils allaient partir, disant qu'elle pouvait aussi bien partir maintenant, puisqu'elle avait encore beaucoup de mana. Suku entre dans la conversation et se met à crier avec colère contre le mage pour les avoir traînés sur le chemin sans leur laisser de répit. La jeune fille, toujours avec le même regard hautain et la même voix froide, suggère, puisque lui seul a besoin d'une pause, de laisser le géant tranquille et de se rendre au plus vite au bout des ruines sans perdre de temps en bêtises. Un nuage de haine plane entre les deux membres de l'équipe, on dirait qu'ils sont sur le point de se jeter l'un sur l'autre, de se ronger la gorge. Mais l'altercation est à nouveau interrompue par Carmen qui annonce qu'une courte pause suivra et qu'ils repartiront ensuite, ce qui les fait taire tous les deux, les dents serrées. Le prêtre commençait à se sentir mal à l'aise avec une telle compagnie, il se souvient que dans ce monde, ceux que l'on appelle les mages sont généralement très têtus et sont le plus souvent des crétins. En général, devenir magicien est très simple, car ils sont nés. Il existe de petites différences entre les personnes, mais celles qui sont nées avec le mana s'éveillent lorsqu'elles atteignent un certain âge et, à ce moment-là, la connaissance de l'ancienne langue emplit leur tête. Leur utilisation du mana enfreint souvent les lois de ce monde et ils renaissent en tant que mages. En raison de la grande quantité de connaissances qui remplit leur cerveau, ils détestent apprendre de nouvelles choses et, par conséquent, la plupart d'entre eux deviennent des ânes têtus, sans formation, souvent égocentriques et sans considération pour ceux qui les entourent. Marnak remarque que Tuzina ressemble beaucoup aux mages qu'il a déjà rencontrés, bien qu'elle soit manifestement mieux élevée qu'eux. Après s'être reposée, l'équipe décide de poursuivre son voyage. Mais soudain, alors qu'ils s'apprêtent à entrer, la porte derrière eux se referme avec un grondement, bloquant toute retraite possible. Un bruit se fait entendre dans le dos de l'équipe et, en se retournant, ils aperçoivent un énorme géant de métal qui sort du plafond en rampant. En voyant cela, le prêtre sourit, notant qu'il le savait, les ennemis avaient semblé trop faibles pour des ruines de ce niveau pour une bonne raison, et maintenant ils allaient devoir vaincre le véritable ennemi. Suku, sérieux avant la bataille, serre son arme avec acharnement, mais il est interrompu par Tunisa, qui s'avance et dit au géant de reculer. Faisant un pas, le mage commence à lancer un sort qui fait voler en éclats le plafond, dont les débris commencent à tomber tout autour, détruisant tout. Un énorme amas de rochers s'effondre sur le monstre, causant des dégâts dont le géant ne se soucie guère. Carmen conseille à la jeune fille de terminer le sort ou de s'enfuir, car la situation devient trop dangereuse, mais la magicienne continue de tenir bon. Soudain, le géant de métal sort de son siège et s'apprête à attaquer,
détruisant de plus en plus la pièce. Les autres membres de l'équipe, qui regardaient le match depuis la ligne de touche, étaient en état de choc et ne savaient pas comment aider la Tunisie. Une énorme explosion au-dessus de la tête de la jeune fille lui fait lever les yeux. Devant le match se tenait un énorme géant de métal qui ramenait son bras en arrière, s'apprêtant à frapper. Les yeux de Tunisia lisaient la peur et le désespoir, et malheureusement, ce monstre géant fut la dernière chose qu'elle vit. Il ne restait plus rien de l'ancien mage grincheux, le sang coulait devant le visage de Suku, dont le regard incarnait pleinement l'horreur de la situation qui venait de se produire. Se précipitant au secours de la jeune fille, sans même penser qu'il risquait d'être blessé, le géant se figea de stupeur devant ce qu'il voyait, sans prêter attention à quoi que ce soit. Le type n'a même pas réagi lorsque Marnak a commencé à lui crier de se baisser, mais il était trop tard. D'un seul coup, le géant de métal fait s'envoler Suku qui s'écrase contre le mur. Malheureusement, le géant n'a jamais rejoint le combat et meurt, et son visage portera à jamais un masque de désespoir. Alors qu'il ne reste plus que 2 membres de l'équipe, Des demande à Carmen s'il veut vivre, tout en regardant le monstre avec insistance. Après avoir reçu une réponse positive, le protagoniste assomme l'homme d'un coup puissant et dit à la mère du butin qu'il a de la chance d'avoir son géant à ses côtés et lui demande de l'appeler tout de suite, car il n'y a pas de temps pour les prières. Au même instant, un énorme monstre blanc apparaît et se jette sur le géant de métal avec toute sa malice, le frappant à la tête de ses 2 mains. Décidant que l'on peut se fier à son monstre, Marnak prend le corps de Carmen inconsciente et s'enfuit dans un endroit plus sûr où il n'y aura pas de combat. Récupérant la divinité au passage, absorbant les armes de Tunisia et de Sukusa, le prêtre allonge le gars, l'appuyant contre le mur. Un véritable combat s'est engagé entre les 2 géants et aucun d'entre eux n'est prêt à perdre. En regardant la bataille, le protagoniste est d'accord avec les paroles de la déesse, notant qu'il est temps d'arrêter de la regarder et d'aller enfin se battre aussi, en appliquant son pouvoir de spoil text. Se jetant à l'attaque et choisissant une cible, le type au mouvement rapide se rapproche des monstres prêts à s'entre-dévorer. D'un bond habile, le prêtre se retrouve sur le dos de son géant, remarquant que le seul point faible possible sur le corps du monstre de métal est un cristal brillant, dans sa tête. Après avoir couru à travers, Marnak saute de la tête de son monstre, se disant que s'il peut briser la pierre, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Se balançant dans les airs devant un amas de métal, le héros brise un cristal bleu dont les éclats s'éparpillent dans la pièce. Le monstre vaincu tombe au sol, et le géant du butin lève la tête et pousse un grand cri de victoire, représentant la victoire sur l'ennemi. Le prêtre le remercie et s'apprête à expirer tranquillement, vaincu, mais soudain d'autres personnes commencent à apparaître du plafond à partir des portails, tout comme ils viennent de vaincre. À présent, 3 monstres couraient déjà et attaquaient, faisant espérer au géant du gâchis et à Marnak que cette fois-ci, c'était bien la fin. Carmen, retrouvée, s'enquiert du sort des membres de son équipe, précisant que personne n'est définitivement en vie. L'homme commence à se reprocher ce qui s'est passé, disant qu'il ne connaissait pas vraiment Sukusa ou Tunisu, ne les ayant rencontrés que lorsqu'il les a embauchés, et que s'ils n'avaient pas été là, ils seraient tous les 2 en vie maintenant. Marnak dit d'une voix calme qu'ils ont été engagés pour accomplir une mission et que chacun d'entre eux aurait dû s'en rendre compte. Demandant où ils se trouvaient, le prêtre continua en disant qu'ils étaient dans une pièce derrière une porte noire qui, pendant un moment, avait été fermée depuis un certain temps, à la grande surprise de Carmen. Le type n'a pas posé de questions inutiles, car il a compris que puisque le héros l'avait assommé, il ne voulait pas qu'il voie quoi que ce soit. Marnak déclara que s'il s'était reposé, il ferait mieux d'avancer, car le géant de métal rôdait encore entre les murs de ses ruines. Il s'avère que lorsque 3 autres monstres sont apparus, le héros a abandonné son monstre blanc, lui laissant une poire à raser, et s'est enfui. Se précipitant pour soulever la porte, le prêtre donna un coup de pied au corps de Carmen, le poussant à l'intérieur et espérant seulement que le géant du gâchis y survivrait et n'en serait pas trop fâché. Les gars s'arrêtent devant une autre grande porte, supposant qu'il s'agit de la fin des ruines, et Marnak suggère alors d'entrer. En entrant dans la pièce, ils sont accueillis par un bol étrange, avec une flamme bleue brûlant à l'intérieur et 2 joyaux flottants sur le dessus. C'est gênant de demander à nouveau quelque chose au prêtre, mais Carmen lui dit tout de même de lui donner le collier. Il explique qu'il s'agit d'un index généalogique qui permet de retrouver la personne à laquelle on pense, il suffit de déposer une goutte de sang sur le pendentif et de penser à une lignée spécifique. En entendant cela, Marnak a tout de suite compris pourquoi il voulait le collier, mais Carmen a confirmé les pensées du héros en disant qu'il voulait retrouver sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis sa naissance. Le prêtre, d'accord, lui demande alors de lui donner l'épée qui planait également au-dessus de la coupe. De retour des ruines, les gars installent un quai en faisant du feu, en se mettant d'accord sur le fait qu'ils éviteront désormais les morceaux de métal plus gros qu'eux. Il s'est avéré que s'ils avaient hésité ne serait-ce qu'une seconde, le géant de métal qui avait fait irruption dans la pièce les aurait rattrapés, mais ils se sont échappés à temps par le portail qui en a résulté. Après avoir retiré le collier, Carmen demande à Marnak de le bénir, ce qu'il est censé accepter volontiers, en adressant une prière à la déesse du soutien, ce qui a pour effet de rendre la mère des dépouilles encore plus furieuse.
En perçant son doigt avec l'aiguille et en laissant tomber une goutte de sang sur le bijou, celui-ci se mit à briller, répandant des éclairs de magie autour de lui. Les yeux de Carmen s'illuminèrent lorsqu'il vit la flèche du collier pointer dans la direction du chemin où se trouvait l'homme mystérieux, confirmant ainsi que sa mère était en vie. L'homme demande alors au prêtre s'il peut écouter une autre de ses demandées. Après avoir reçu une réponse affirmative, il continue en offrant sa coopération jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère. Carmen a promis de prendre en charge tous les frais, soudoyant ainsi le protagoniste, et a ajouté que Marnac déménagerait de toute façon vers l'ouest, qu'il serait alors en route et qu'en plus il pourrait visiter la capitale, où le type lui rembourserait tout. Priest note que c'est comme si le gars pouvait voir à travers lui, sachant quel point pousser, décidant qu'il allait retirer sa réponse, rendant son ami inquiet, qui pensait déjà qu'il n'était pas d'accord. Finalement, Marnac accepte l'offre de Carmen et lui serre la main en lui disant que, puisqu'il a besoin de son aide, il sera ravi de l'aider. En entrant dans la guilde, le prêtre est accueilli par Erin, qui n'est pas contente que le prêtre se déplace si rapidement. La jeune fille demande au protagoniste de lui tendre la main et la recouvre de la sienne, expliquant que les choses n'arrivent généralement pas aussi vite, mais qu'elle a veillé à ce que tout soit prêt à temps. Dans les mains du prêtre se trouvait un jeton de mercenaire en argent qui brillait de mille feux. Erin demande au garçon de lui promettre qu'ils se reverront, ce à quoi Marnac se contente de répondre par le silence, parce qu'il mène une vie de clochard. La jeune fille, comme si elle lisait dans ses pensées, note qu'il ne trouvera jamais une fille avec un tel style de vie et qu'il mourra seul, puis, le sourire aux lèvres, complète en disant qu'ils se reverront bientôt et que cela arrivera plus tôt que le prêtre ne le pense. Le protagoniste veut demander de quoi elle parle, mais la rousse lui couvre la bouche, le forçant à se taire, ce qui le met dans l'embarras. Erin prononce enfin une punition à l'encontre de Marnac sans expliquer de quoi il s'agit. En passant rendre visite au Seigneur, le prêtre constate que l'effet secondaire s'est manifesté beaucoup plus rapidement lorsqu'il est accueilli par un crâne chauve. L'homme ne semble plus s'en préoccuper, estimant qu'il a simplement atteint la véritable forme de la nature humaine. Apprenant que le protagoniste se rend à la capitale, le démon lui tend une enveloppe, expliquant qu'il aimerait bien lui rendre la monnaie de sa pièce, mais qu'ils sont tous partis reconstruire la ville après les récents événements, et qu'il n'a pas d'argent en trop. Grâce à cette lettre de recommandation, Marnac peut obtenir l'aide des amis du Seigneur, mais ce dernier l'avertit qu'ils sont très difficiles à traiter et qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser en cas d'extrême nécessité. Enfin, l'homme dit au prêtre, en s'adressant à lui comme à un vieil ami, qu'il espère que l'homme vivra une vie extraordinaire parce qu'elle est généralement très courte. Tout au long de leur voyage, les garçons discutent de divers sujets sans s'ennuyer le moins du monde. Carmen fait alors remarquer qu'ils sont sur la route depuis 2 jours et que la distance qui les sépare de la prochaine ville, Kelton, est toujours la même. Il s'avère que la mère des spoilers n'aimait toujours pas ce type et que la seule raison pour laquelle elle a accepté de voyager avec lui était 3 doigts et demi de divinité. S'il parvenait à l'absorber, il gagnerait environ 10 000 divinités, ce qui devrait suffire à créer un nouveau pouvoir capable de développer jusqu'à 4 doigts. Marnac pense que malgré tout, il est préférable de voir un homme aussi jovial en vie. Soudain, sentant quelque chose, le protagoniste saisit son arme, effrayant ainsi Carmen. Disant que le sang est très proche et s'approche rapidement, le prêtre donne un coup d'épée qui frappe à 2 pieds de son ami, le faisant voler sur le côté. Une énorme araignée, appelée araignée des neiges, est sortie de la neige, a sauté sur un arbre d'un mouvement adroit, se préparant à attaquer les gens. Saisissant hardiment son arc et ses flèches, Carmen se lance à l'attaque, mais il est devancé par Marnac, qui vainc son ennemi d'un seul coup. Le prêtre pense que lorsqu'il utilise cette épée, il devrait penser à l'avance à un endroit où il pourrait se laver les mains. En coupant une araignée en 2, le héros se félicite que l'arme fasse trop d'éclaboussures de sang et de chair. D'un air désemparé, Marnac fixe le tableau après la bataille, n'y prenant que du plaisir. Le seigneur Giza accueille la jeune fille aux cheveux bleus en s'excusant de devoir la recevoir dans un tel endroit, la chambre d'amis ayant été complètement détruite. L'homme se demande ce qui l'amène ici, car de tels pèlerinages pour la secte de la Flamme Bleue sont plutôt étranges. La fille lui tend une feuille, lui demandant s'il a vu ce type, reconnaissant celui que le démon a été choqué de voir. Le Seigneur lui demande pourquoi la Flamme Bleue le cherche, on lui répond que c'est personnel, l'homme continue en disant qu'il ne sait pas une telle chose et qu'il doit dire au revoir si elle n'a pas d'autres questions car le temps libre est devenu rare avec l'état actuel de la ville. La jeune fille s'éloigne, laissant l'homme seul, estimant qu'elle ne cherche pas Manrac avec de bonnes intentions. Voyant Carmen découper le cadavre d'une araignée des neiges, le prêtre lui demande ce qu'il fait. Le gars lui explique qu'il reçoit une poche de poison, qui contient un puissant anesthésiant qu'ils peuvent utiliser dans diverses situations, notamment pour lubrifier des pointes de flèches ou pour vendre pour rien. Le protagoniste se demande comment il en sait autant, car c'est étrange pour un jeune maître. Carmen lui explique alors qu'il a participé à de nombreuses chasses aux monstres et qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre quelque chose de nouveau par la pratique. S'éloignant du filet de sang, Marnac dit de laisser le gars lui montrer où se trouvent ses poches, et il s'occupera de tout lui-même, puisqu'il est déjà souillé de partout. Les 2 hommes décident de faire vite pour trouver une douche et se laver,
Kelton n'étant qu'à une demi-journée de route. Les gardes, voyant les deux gars très fatigués, ont commencé à s'agiter avec des visages surpris, les désignant l'un à l'autre d'un doigt. L'un d'entre eux s'est précipité sur eux, leur demandant avec stupeur comment ils étaient parvenus jusqu'ici, ce à quoi ils ont répondu qu'ils avaient fait tout le chemin à pied, trouvant étrange la question de l'homme. Le garde leur explique que Kelton est enfermé dehors depuis 3 jours et que les monstres en sont la cause. Intéressé, Marnak demande à l'homme de lui en dire plus sur ce qui est arrivé à la ville. Un garde encore inquiet explique au gars que les attaques de monstres ont considérablement augmenté, mais si l'on examine les sites d'attaque, on ne trouve ni objet ni cadavre. La situation semblait très étrange, car il est très difficile de ne pas trouver de traces après les araignées des neiges, car elles sucent le sang de leurs victimes. Un autre garde a surgi de la ville et s'est empressé de leur dire que leur Stan demandait à les voir et qu'il escorterait les garçons jusqu'à son domaine. Marnak et Carmen sont accueillis par un homme riche et heureux qui dit qu'il ne peut pas vous dire avec des mots à quel point il était heureux quand il a découvert que le tueur de démons était venu dans leur ville. Il dit qu'il a fait appel à lui à cause de la situation à Kelton, notant que le prêtre l'a probablement déjà remarqué, mais le problème n'est pas causé par les monstres eux-mêmes, mais par le fait que tout est organisé par un adepte d'une secte maléfique. Le protagoniste est sceptique quant à l'affirmation du Seigneur, car bloquer une ville entière est une tâche impossible pour un seul homme. L'homme lui dit alors que si l'on en croit les prêtres, il y a au moins 4 sectes différentes qui se sont unies pour couper Kelton du reste du monde, ce qui amène Marnak à s'interroger. Le Seigneur, essuyant les larmes de son visage, continua en disant que, quoi qu'on en pense, la ville est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, rien d'exceptionnel, et qu'il ne comprend pas pourquoi tout cela a commencé lorsqu'il est devenu le nouveau chef. Kelton avait suffisamment de provisions et les gardes étaient bien motivés, mais le siège a été si soudain qu'ils ont été coupés des autres villes avant même de s'en rendre compte. Après avoir tout expliqué une dernière fois, le Seigneur demande au prêtre de l'aider à transmettre la nouvelle de ce qui s'est passé à d'autres villes, parce qu'il n'a pas peur de la mort, et le prêtre accepte volontiers. La mère de Spoy est furieuse de ce qu'elle a entendu, disant qu'elle aurait dû simplement lui donner un coup de poing au visage et s'en aller, ce à quoi Marnak répond que c'est trop. Notant qu'au moins ils ont obtenu l'objet des chercheurs de ruisseaux, le prêtre sourit. On ne trouve ce type d'objet que dans le désert occidental et grâce à lui, le problème de la vaisselle après l'utilisation d'un couteau de boucherie disparaît. Après avoir rangé la bouée de sauvetage dans son inventaire, le gars dit que vivre pleinement est la meilleure option, ce que la déesse ne réalise pas et le protagoniste répond immédiatement qu'il voulait juste dire cela. Il s'avère que la véritable raison pour laquelle Marnak a accepté la proposition du Seigneur était une prémonition que la quête principale du jeu était sur le point d'apparaître, tirant cette conclusion parce que 4 sectes différentes travaillent ensemble. Bien que le concept d'esprit maléfique semble menaçant, il était assez courant dans le jeu. Il s'agissait simplement d'une étiquette des principaux dieux qui vous considéraient comme maléfiques, avec en prime la possibilité de devenir une cible pour les autres. Mais il y a un détail qui unit tous les adeptes des esprits maléfiques, c'est qu'il est difficile de trouver quelqu'un de sain d'esprit parmi eux. Contrairement aux ordres et aux sectes des principaux dieux qui les chassaient, les sectes qui les servaient ne s'unissaient que très rarement, et c'est pourquoi le protagoniste avait le sentiment qu'il allait bientôt se passer quelque chose. Le groupe d'explorateurs se met en route, à cheval, dans la neige craquante, le vent fouettant le visage. Mais soudain, en se retournant, Carmen s'aperçoit qu'il est poursuivi par des araignées nordiques férocement infusées, ce qui l'incite à poursuivre le cheval plus rapidement dans sa hâte. Réalisant que le moment était venu, Marnak sourit en disant qu'il allait détourner leur attention et bien que son ami soit contre, estimant que même pour lui c'était dangereux, le prêtre resta sur ses positions, ajoutant que s'il courait à cette vitesse, il serait certainement rattrapé. Demandant des renforts, le prêtre saute de son cheval et s'envole vers un tas de monstres, ce qui fait sursauter l'homme. Le protagoniste atterrit dans la neige avec un bruit sourd. Carmen se détourne et serre les dents en espérant que son compagnon reste en vie. Des tas de monstres se mirent à encercler l'endroit où était tombé Marnak, qui se préparait au combat, constatant que son jeu d'acteur était très divertissant. Sortant son boucher, le jeune homme était prêt à se battre, espérant voir les adeptes de l'esprit maléfique tapis dans l'ombre. Armés de 2 épées, les monstres se mirent à attaquer furieusement, chacun voulant grignoter un morceau de chair du héros, pour essayer. Avec des mouvements habiles et rapides, le prêtre tue les ennemis un par un, les coupant en 2. Debout à côté d'une pile de monstres vaincus et couverts de sang, le protagoniste fait remarquer que si cela se produit tous les jours, il devra porter une baignoire derrière lui. Repoussant ses pensées, Marnak avance, s'enfonçant dans le brouillard. Il savait que les adeptes des esprits maléfiques devaient se trouver quelque part par ici et il était contrarié que personne ne vienne l'accueillir. Le prêtre entre dans une sorte de grande caverne, où la majeure partie de la pièce était couverte de la chair et des fluides corporels d'épée du Nord, il y avait aussi clairement du sang humain sur le sol et les murs, les restes des chariots de marchandises étaient vides, car les monstres les avaient emportés. Le protagoniste remarque le corps humain desséché après l'attaque d'un arthropode, il remarque qu'il comprend leur joie d'avoir un repas savoureux, mais en portant son regard plus haut et en voyant les cocons suspendus,
il ajoute qu'il lui est difficile d'être d'accord avec le fait d'utiliser les restes comme décoration. Marnak n'a pas baissé sa garde alors qu'il se promène dans les environs de la grotte. Le jeune homme remarque que les araignées sont peut-être en train d'élever une progéniture, car il y a eu trop de cadavres au cours des 3 jours de siège de la ville. Le prêtre trouve un immense tunnel et dit qu'il y a déjà eu des passages plus grands, mais que celui-ci est comme si plusieurs géants y vivaient. Sentant la divinité vibrer au-dessus de sa tête, le héros s'esclaffe, demandant pourquoi elle ne sort pas, puisqu'il sait que l'adepte de la secte l'observe. Une énorme araignée noire sortait de l'ombre, ses pattes avaient la taille d'un chariot et ses yeux rouges ressemblaient à de grosses têtes humaines. La reine araignée bondit en grondant devant Marnak, qui a tout juste réussi à attraper son boucher, et l'attaque. Le prêtre demande à la déesse de tracer une ligne de démarcation pour lui et, au même instant, celle-ci se dessine, délimitant la zone avec des flammes vertes. Debout devant le monstre, le protagoniste dit qu'il a besoin de son aide et que ce soir, il fera un sacrifice à la mère du gâchis sous la forme d'une tête d'ogre araignée. Un géant du déchet apparaît d'en haut et saute du portail sur le monstre, l'attaquant en l'enfonçant dans le sol. Activant son pouvoir, des tatouages apparurent sur le corps de Marnak, luisant d'une lumière verte, et il se précipita dans la bataille, où les 2 monstres s'affrontèrent férocement, s'infligeant de lourdes blessures. Cette araignée était 2 fois plus grande que le géant de l'épave, et ses griffes transperçaient le corps de l'adepte de la secte, presque de part en part. Comprenant que son titan a besoin d'aide, mais ne sachant pas encore comment, le prêtre manipule habilement les petits de la reine, les découpant en petits morceaux. Le protagoniste pouvait sentir l'énergie concentrée à l'intérieur du corps de l'araignée géante, il a donc essayé de ne pas l'endommager. Il remarque que la reine doit avoir un point faible et, après réflexion, il se rend compte que pour obtenir la divinité, il faut lui couper toutes les pattes. Se précipitant au secours de son géant, Marnak lui crie de s'assurer qu'elle ne bouge pas. Puis les corps des monstres s'entremêlèrent, tremblant sauvagement, le titan agrippant les pattes de l'araignée de ses mains, et essayant de la retenir de toutes ses forces. Sans perdre de temps, le prêtre se précipite sur le corps de l'arthropode, constatant que bien qu'il soit grand, il reste semblable à ceux qu'il a déjà rencontrés, et le héros décide donc de découper la partie la plus fine de son corps. Marnak frappe le corps de la reine, mais il y parvient difficilement, même avec une telle arme, ce qui fait hurler de douleur le monstre. Le type frappait coup sur coup, mais la carapace de l'araignée ne cédait pas à ses attaques, seuls des morceaux de chair volant autour de la zone symbolisaient le fait qu'il y avait encore une chance de briser le corps. Le géant du butin s'accroche avec ténacité aux pattes du monstre pour l'empêcher de glisser et retire le corps, ce qui permet au protagoniste d'utiliser son couteau de boucher à l'aide d'une machine. Atterrissant habilement après la bataille, Marnak remarque le géant du butin qui le regarde, en colère contre le héros qu'il a abandonné dans les ruines. Le prêtre lui présente ses excuses, mais soudain le titan pousse un rugissement assourdissant et lève la tête, attirant l'attention du prêtre. En se retournant et en entendant un bruit derrière lui, le protagoniste s'aperçoit que du corps d'une araignée morte sort une certaine fille, qui jurait bruyamment et regardait l'homme avec ses yeux rouges. Marnak savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, mais l'étrangère était extrêmement antipathique, l'envoyant dans toutes les directions en montrant ses dents blanches. Elle a crié qu'il était pour ruiner ses plans, pensant que le héros était un autre adepte de l'esprit maléfique et elle note qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre le contrôle de la reine. Souriant gentiment, le prêtre demande pourquoi ils ont encerclé Kelton, mais recevant à nouveau une féroce exaltation en réponse, le garçon transperce l'épaule de la jeune fille avec son épée. Marnak avait l'air différent maintenant, le sourire avait disparu de son visage et ses yeux brûlaient de haine, il répéta sa question encore une fois, espérant entendre une réponse claire. Interrompant ses cris, la jeune fille a déclaré qu'elle ne dévoilerait pas leur plan même sous prétexte de mort, narguant l'homme au visage. Mais le prêtre n'allait pas jouer à ces jeux, souriant de manière échidée, après avoir reçu une réponse, le héros d'un mouvement d'épée tranche la tête de l'adepte de la secte, la choquant ainsi, car elle avait compté sur Marnak pour ne pas la tuer. La tête coupée de la femme roula sur le corps de la reine et atterrit sur le sol, le prêtre commença à consommer la chair, gagnant 1000 divinités, demandant à la mère du butin ce qu'elle pensait, quel adepte répondrait à sa question pour qu'il connaisse la vérité. La déesse déclara qu'elle pensait que le 3e dirait tout, et Marnak paria à son tour sur le 4e, quittant la grotte en souriant sournoisement sous la lumière des flammes vertes foncées.